raconter la suite du feuilleton, puisque cette séance devait être assurée par M. Van der Abel, qui devait parler du service public vu du point de vue européen. Alors, pour M. Van der Abel est souffrant, donc il a fallu le remplacer, et comme vous le savez, M. Bobby, qui devait assurer la première séance et qui était souffrant à ce moment-là, et qui avait eu la gentillesse de nous déléguer une de ses collègues, Mme Vaupas, s'est trouvé fort heureusement rétabli, et donc en mesure d'assurer cette séance. Alors ça va être un peu compliqué, puisque d'abord l'ordre des séances ne va pas être tout à fait le même. Au cours de la première séance, Mme Vaupas a principalement parlé des questions européennes. On pourrait considérer d'une certaine façon que le sujet de ce soir a déjà été traité, sans doute pas complètement, et elle a moins parlé des services publics sous l'angle franco-français et sous l'angle historique. Donc, M. Bobby va faire la synthèse de tout ça en reprenant ce qu'il avait prévu de faire pour la première séance et en l'adaptant compte tenu du contexte. Alors, juste pour le présenter, donc M. Bobby est enseignant-chercheur qui travaille depuis longtemps sur les services publics. Il est président de l'association Reconstruire l'action publique. Donc c'est aussi un acteur, c'est pas seulement un chercheur, c'est un acteur des services publics. Il a écrit plusieurs ouvrages sur les services publics, dont un qui est tout à fait intéressant, et enfin, les autres aussi d'ailleurs. Celui-là est particulièrement pédagogique, ça s'appelle service public au singulier, service public au pluriel, et donc c'est publié à la documentation française. Donc voilà, quelques mots rapides de présentation. Alors, simplement, je veux juste ajouter que c'est peut-être pas plus mal que la séance intervienne maintenant, puisqu'on a eu, il y a 2 semaines, une séance sur le logement, et puis la semaine dernière, une séance sur la santé, qui traitait deux exemples particuliers. Mais il était assez intéressant de voir que, en fait, quand on a parlé du service public du logement, on a aussi parlé de la politique du logement. Et la politique du logement, c'est pas seulement le service public du logement, ça va au-delà. Ça nous a été bien montré par l'intervenant. La semaine dernière, l'intervenant a parlé du service public de la santé et de l'hôpital, mais il a aussi parlé de la sécurité sociale. On peut pas difficilement parler de l'hôpital sans parler du financement de l'hôpital et de la sécurité sociale. Ce qui montre qu'en fait la notion de service public est une notion assez vague. On peut en avoir une vision extrêmement étroite, le service public rendu par des agents publics, ou bien une vision plus globale, le service public comme un élément de la politique publique, des politiques publiques en général. Donc c'est bien que M. Bobby intervienne maintenant pour essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Enfin, je ne sais pas s'il faut mettre de l'ordre d'ailleurs, mais en tout cas on peut tracer des pistes pour essayer de mieux englober les différentes conceptions du service public. Voilà, donc je m'arrête tout de suite et je vous passe la parole avec toujours la même règle, donc une intervention d'1 heure environ, et ensuite des questions de la salle. Et encore une fois, je le remercie d'avoir bien voulu nous dépanner 2 fois. Bonsoir à toutes et tous, et effectivement, merci de votre invitation à venir partager avec vous des éléments de connaissance, de réflexion sur un sujet dont il vient d'être dit qu'il était extrêmement large d'un côté, et qui recouvre des enjeux de société, des enjeux politiques au sens le plus noble du mot politique, c'est-à-dire comment vivons-nous ensemble aujourd'hui et demain. Le service public, c'est ça. Quels sont les outils, les moyens de vivre ensemble avec
nos histoires, nos traditions, chacun avec ses aspirations, ses besoins, mais en même temps en étant en société, en faisant société, en ayant donc des rapports qui sont des rapports aussi de solidarité, pour employer le terme européen, de cohésion économique, sociale, territoriale. Alors, M. Andel-Adélé devait aujourd'hui vous parler essentiellement d'Europe, mais Mme Popa l'a fait beaucoup il y a 3 semaines, et donc, même si j'ai gardé comme titre du construit social national à l'européanisation, je vais beaucoup plus parler de la France, de l'histoire, donc voilà, du recul, de l'histoire, des fondements, je vais dire, économiques, juridiques, politiques du service public, et je parlerai moins de l'Europe, même si dans le débat, on ne pourra sans doute pas ne pas en parler, parce qu'on ne peut plus parler aujourd'hui du service public en France sans aussi en parler au plan européen. Mais ce n'est pas mon approche par laquelle je vais commencer. En tout cas, merci, et 1 heure maximum pour avoir vraiment le temps de l'échange, du dialogue. Je ne suis pas venu vous apporter une vérité, voilà la vérité, et puis, comme magistrat de l'université, vous notez, et puis, non, je suis venu vous apporter des éléments de réflexion vous permettant de maîtriser un sujet complexe, mais essentiel. Voilà ce que je vous propose donc comme méthode de travail. Ça, c'est le plan que je vais aborder, avec un concept clé, diversité, unité. C'est déjà le titre du livre. Service public au singulier, service public au pluriel. Il y a à la fois un service public, une conception du service public, et puis des services publics très concrets. On parlait tout à l'heure de la santé, du logement, on va parler de chacun des secteurs. Ensuite, j'aborderai rapidement ce que j'appelle le service public avant le service public, avant même l'invention des termes et du concept. Parce que je pense que de tout temps, il a existé ce qu'on appelle aujourd'hui des services publics, même si on ne les appelait pas ainsi. Puis, donc, tour d'horizon historique, la Révolution française et le grand principe d'égalité, ce qu'on va appeler les lois de Roland, alors c'est un peu plus technique, juridique, mais enfin vous verrez, c'est quand même pas compliqué du tout. Ensuite, des principes complémentaires qui progressivement sont venus enrichir la conception traditionnelle. Ensuite, les 3 approches principales, l'approche juridique, l'approche économique et l'approche politique. Et puis, je conclurai en abordant les 2 modèles de référence que nous avons en France de service public. On dit le service public, en même temps, on a 2 modèles très différents. Les grands services publics nationaux gérés par des entreprises publiques et des agents publics. Je prendrai l'exemple d'EDF parce que j'ai travaillé, donc je connais moins mal que d'autres secteurs, mais on a une autre tradition française, antérieure d'ailleurs à celle-là, qui est celle de la délégation de missions de service public à des entreprises privées dans le secteur de l'eau, des transports urbains et dans beaucoup d'autres secteurs avec donc un deuxième modèle qui ont des points communs et qui n'ont pas non plus complètement, qui ne sont pas du tout identiques. Voilà ce que je vous propose comme plan, en partant donc du rapport diversité-unité. Je crois qu'il faut toujours qu'on ait ce rapport-là en tête. Le concept français de service public a une origine juridique, il a des fondements économiques, on va en parler tout à l'heure, et il relève finalement d'une construction sociétale, une construction historique sociétale. Et il repose toujours sur le fait qu'il y a une décision politique. C'est-à-dire qu'une autorité publique, nationale, régionale, municipale, locale, estime qu'une activité doit relever de règles particulières, de règles spécifiques, et c'est bien toujours l'autorité publique qui édite une activité en service public ou qui ne le fait pas, ou qui met en cause ce qui avait été fait avant. Ce n'est pas quelque chose de figé, ça va évoluer beaucoup. Et donc, décision politique au sens que je disais tout à l'heure,
du plus noble du mot politique et de vivre ensemble aujourd'hui et demain. Deux grands modèles. Le modèle local qui va déboucher sur les délégations de services publics et qui remonte au Moyen-Âge, et un modèle national plus récent du XXe siècle. L'organisation et le développement des services publics sont liés aux caractéristiques administratives et politiques des différentes autorités publiques. On continue à être en France, après plus de 30 ans de décentralisation, dans l'État le plus centralisé d'Europe. Ça marque en profondeur nos services publics tels qu'on les a connus, tels qu'ils ont été construits et tels qu'ils existent aujourd'hui. D'autres États en Europe sont des États fédéraux. La Belgique, dont M. Labellé vous en a parlé mieux que moi, l'Allemagne, bon, et puis il y a des États intermédiaires fortement décentralisés. Bon. Selon ces traditions institutionnelles de chacun des pays, les services publics vont être différents. En France, le moment fort, c'est la libération, Conseil national de la résistance, 46, la nationalisation de l'EDF, mais aussi SNCF, donc les grands services publics nationaux avec des entreprises publiques nationales. Ça, c'est un modèle qui tient à notre histoire et qui est particulièrement été marqué au lendemain de la libération pour reconstruire le pays, pour reconstruire la société française autour des services publics. Et puis, il y a donc beaucoup de services publics locaux. On a souvent tendance à l'oublier, et les services publics essentiellement infrastructurels. Et puis, depuis 60 ans, un processus d'européanisation, qui vient bouleverser, interroger, mettre en cause notre histoire, comme elle vient, l'européanisation, interroger les histoires de chacun des autres pays. Mais ce n'est pas de ça dont je vais d'abord parler ce soir. Le service public avant le service public. Prenons un peu de recul. L'homme, je dis l'homme et la femme, bien sûr, sans générique. Quand on vit en société, et on vit tous en société, hein, plus ou moins des micro-sociétés, des communautés, des sociétés nationales, des sociétés européennes, on peut même parler d'une société mondiale aujourd'hui. L'homme est à la fois un individu et un être social. On ne peut pas séparer les deux quand on vit en société. Si chaque individu n'était mu, n'était guidé que par ses propres intérêts, on pourrait dire ses propres intérêts égoïstes, ses aspirations à lui, et ne s'occupait pas des autres. Les philosophes ont montré que la société serait le combat permanent de chacun contre chacun et contre tous, qui amènerait à la destruction possible de la vie en société. Dès lors, les hommes, pour vivre en société, se sont dotés d'un tiers, d'une autorité publique, compris différentes formes et non dans l'histoire, qu'importe ici. Mais pour déléguer une partie de leurs aspirations, de leur souveraineté, de leur pouvoir à une autorité tierce qui édicte des règles de vie en commun. Pour reprendre comme exemple, et il y en a des milliers, quand on vit en société, on a des droits et des devoirs, de respecter un certain nombre d'obligations, parce que c'est l'intérêt collectif, mais c'est donc aussi notre intérêt individuel. Si la société c'était la lutte permanente de chacun contre chacun et contre tous, ça serait destructeur de la société et de chacun de ceux qui la composent. Donc, on accepte de réduire notre liberté individuelle pour avoir des règles de vie en commun, pour avoir des institutions qu'il faut respecter, et le démarrage de ce qu'on va appeler service public
c'est le besoin de sécurité. Sécurité intérieure du groupe, de tout groupe humain. Sécurité extérieure par rapport aux autres groupes autour de lui, dès les origines, dès les premières tribus des origines. On ne parlait pas de service public, bien évidemment, mais c'était les fondements du service public qui existent, qui sont nécessaires à la vie en commun dans tout groupe et dans toute société. Et donc, la légitimité de l'intervention des autorités publiques, d'une instance publique, pour édicter des règles et les faire respecter, repose sur l'essence de sa fonction dans la société d'être garant de l'intérêt commun, de l'intérêt général, dit-on, du bien-être, de la paix civile, de la collectivité. Et donc, on accepte de déléguer une part de notre liberté individuelle à un tiers, parce que c'est l'intérêt de chacun comme l'intérêt de tous. Ça, c'est l'histoire, je crois, de tout groupe humain, de toute société humaine. Alors j'avance à grands traits, bien sûr, on pourrait y passer des heures et des heures, pour voir un moment clé de notre construction nationale, qui est différente des autres constructions nationales, des autres États européens, c'est la Révolution française. Là encore, la Révolution française n'emploie pas réellement le concept de service public. Il y a quelques mots, quelques esquisses, mais c'est quand même un moment fondateur du construit historique avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui fonde le principe d'égalité, qui est un principe structurant depuis 1789, et donc vous savez qu'il est aujourd'hui fait partie des règles essentielles, impératives, par lesquelles le Conseil constitutionnel décide du caractère constitutionnel ou pas constitutionnel d'une loi. Toute loi nouvelle peut être soumise au Conseil constitutionnel qui peut décider qu'au nom du principe d'égalité, tel paragraphe, tel aspect. Et le Conseil constitutionnel maintenant est non seulement juge du caractère constitutionnel des nouvelles lois, mais avec des questions prioritaires de constitutionnalité posées par les tribunaux au cas de conflit d'interprétation juridique dans un conflit juridique, eh bien, est chargé de dire eh bien, telle loi qui peut dater d'il y a un siècle, d'il y a 50 ans, n'est pas conforme à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, même si personne ne l'a dit à l'époque. Principe d'égalité fondamentale, qui est un principe de droit civique, égalité des droits civiques, bien sûr, mais qui aura aussi progressivement des dimensions économiques et sociales du fait après des mouvements sociaux, des débats publics, et qui vont donner naissance à la conception du service public en France, qui va concrétiser, formaliser ce principe d'égalité. Alors, égalité d'accès social, territorial, au tout point du territoire, générationnel, dans toutes les générations, à des services considérés comme nécessaires pour vivre dans nos sociétés. Égalité de traitement, on doit être traité de la même manière, quelle que soit sa situation, son lieu. Quelles que soient ses diversités de pensée, de situation, de statut. Principe d'égalité et en même temps, Déclaration des droits de l'homme de 1789, principe de liberté. Liberté individuelle et collective, civiles et politiques bien sûr, mais aussi du commerce et de l'industrie. Et là on va arriver, dès l'implicite de 1789, à un conflit potentiel, à des tensions entre des principes contradictoires. Principe d'égalité d'un côté, liberté du commerce et de l'industrie. Dans la liberté de 1789, il y a les deux. Il y a la liberté individuelle et civique, il y a la liberté de commerce et d'industrie. Ça va déboucher sur le fait que les corporations qui existaient au Moyen-Âge vont être dissoutes, parce que c'est une entrave à la liberté du commerce et de l'industrie, mais c'est quelque chose qui va
rester en permanence dans la jurisprudence française pour interpréter ce qui peut être mis hors de la liberté d'entreprise ou au contraire doit le respecter. Pour ne prendre qu'un seul exemple dont on parlera tout à l'heure, EDF, Électricité de France, a eu jusqu'aux années 90 un monopole de la production pour l'essentiel, de la distribution, du transport et de la commercialisation de l'électricité. Monopole contraire à la liberté du commerce et de l'industrie, par définition, c'est un monopole. Ce monopole a pourtant été limité par ce conflit entre deux libertés, par ce qu'on a appelé le principe de spécialité. EDF pouvait produire, transporter, distribuer de l'électricité, mais rien d'autre. Pas d'autre service, pas d'autre produit que ça, pour un principe de spécialité. Un principe qui sautera avec la libéralisation à partir des années 90. On voit cette limitation qui est mise par le conflit qu'il y a pu y avoir entre ces libertés individuelles et collectives, civiques et politiques, et le commerce et l'industrie. Ça m'amène à parler, toujours rétrospective, des lois de Roland. Au début du XXe siècle, est élaboré le cœur de la construction juridique du service public. Préposés à la satisfaction des besoins du public, les services publics sont tenus de fonctionner de manière régulière et continue, dans des conditions égales, contre le principe d'égalité bien sûr, avec des règles de fonctionnement qui doivent pouvoir être modifiées à tout moment par l'autorité compétente pour répondre à l'évolution des besoins, des attentes et des technologies. C'est les fameux trois grands principes fondateurs du service public. Principe d'égalité, je l'évoquais auparavant, tout le monde doit avoir le droit à un service de qualité, quel que soit l'endroit où il habite sur le territoire, avec la racine de la péréquation des tarifs. Il y a encore, 30 ans maintenant, quand vous preniez le train, c'était tant de centimes du kilomètre. Facile, principe d'égalité. Bon, ça a beaucoup changé. Depuis, chacun sait. Mais ça continue à exister pour l'électricité. Ceux qui ont un tarif dit bleu régulé continuent à payer l'électricité le même prix en tout point du territoire français, quel que soit le prix de revient. Qu'ils habitent à côté d'une centrale hydraulique ou d'une centrale nucléaire qui fait que le prix de revient est faible, ou qu'ils habitent au fin fond du village du massif central, ils doivent payer le même prix, principe de péréquation, égalité d'accès de chaque habitant à des services essentiels. Deuxièmement, des rapports de solidarité, c'était le deuxième principe, continuité. Il faut que les services soient continus à tout moment, sauf aléas, bien sûr, exceptionnels, mais principe de continuité qui va générer, bien sûr, des contraintes pour les opérateurs de services publics. Et principe dit de mutabilité en termes juridiques, on emploie plutôt adaptabilité, les besoins évoluent, les attentes des citoyens évoluent, les technologies évoluent, le service public ne doit pas rester figé sur sa définition, mais doit en permanence évoluer pour répondre pour satisfaire les besoins. Donc garantie d'accès, développement de relations de solidarité, je parlais de péréquation. L'exemple le plus connu, c'est le prix du timbre-poste. Vous payez, et ça existait dans tous les pays européens, vous payez le timbre-poste le même prix, que vous envoyez votre lettre du 14e au 15e, prix de revient très faible, ou que vous l'envoyez dans un village des Alpes, prix de revient multiplié par 20, le coût multiplié par 20. Le rapport, c'est de 1 à 20, grosso modo. Et pourtant, consensus, on accepte de payer le même prix parce que c'est la solidarité, on fait partie de la vie en société et on n'accepte pas que l'usager éloigné soit ponctionné du fait de son éloignement.
puis, troisième pilier du service public, la prise en compte du long terme, ce qu'on appelle aujourd'hui développement durable. Mais on ne l'appelait pas comme ça il n'y a pas si longtemps. Mais en tout cas, le service public, c'est construire des infrastructures pour le long terme qui n'ont pas de rentabilité immédiate. Et donc, on ne tient pas compte des prix de revient et des coûts comme le feraient des services marchands. Et on prépare l'avenir. Les services publics de l'éducation, c'est vraiment la prise en compte et la préparation de l'avenir et du long terme. La santé, dont vous parliez la semaine dernière, c'est aussi la préparation de l'avenir et du long terme. Le service public est évolutif dans le temps et dans l'espace. Rien n'est plus contraire au service public que de croire qu'il est défini une fois pour toutes et de rester figé sur son caractère. Il peut évoluer dans un sens, dans l'autre, c'est des choix politiques qui peuvent relever de choix électoraux, mais qui peuvent aussi relever de jeux d'acteurs qui ne veulent pas en parler évidemment tout à l'heure. Alors, sur ces principes fondateurs sont venus se greffer progressivement dans notre histoire des derniers 70 ans d'autres principes. Le principe d'égalité reste la colonne vertébrale, bien sûr, mais ça va déboucher non plus seulement sur une égalité quantitative ou territoriale, mais aussi sur la qualité. Le poids croissant de la recherche de la qualité de service est devenu essentiel et de la même qualité, si possible, en tout point du territoire. Et là, on voit bien les enjeux actuels, ce qu'on appelle dans les télécoms les zones d'ombre ou les zones blanches, où on n'est pas connecté, c'est mise en cause de ce principe d'égalité. Bon, alors, on pourra, si vous voulez, dans le débat, revenir à la responsabilité lourde, compris les pouvoirs publics français, quand ils ont décidé d'ouvrir le téléphone mobile à des jeunes acteurs, pas simplement à France Télécom de l'époque, mais à SFR, Bouygues et aux 4 groupes qui existent aujourd'hui. Les pouvoirs publics français, quand ils ont ouvert à la concurrence de téléphone mobile, n'ont pas mis comme contrainte dans les cahiers des charges l'obligation pour les opérateurs de couvrir tout le territoire. Qu'est-ce qu'ont fait les opérateurs? Et ils ont couvert les zones les plus rentables. Excusez-moi, c'est des entreprises marchandes et donc ce qui est le plus rentable. Le reste, bon. Et il a fallu que les collectivités territoriales maintenant soient appelées à la rescousse pour essayer de combler ces zones d'ombre. Et dans le domaine des télécoms, on pourrait prendre bien d'autres exemples encore. Le principe de mutabilité et d'adaptation aux besoins implique qu'il y ait l'organisation de l'expression de ces besoins. Alors, vous connaissez la grande mode récente pour toute activité maintenant. Vous sortez d'un restaurant, vous recevez un SMS, évalué entre 1 à 5, on ne peut plus rien faire sans vous demander d'évaluer de 1 à 5 tous les services, avec d'ailleurs un caractère réducteur de petite évaluation. La tradition française faisait qu'on ne demandait pas aux usagers des services publics d'évaluer leurs services publics. Non, le service public de la tradition française, il y a 50 ans, il était octroyé. On apportait, c'était le cas des années 60, l'électricité à tous les Français. Ce qui n'était pas le cas avant-guerre. Il y avait des zones d'ombre. En l'occurrence, l'électrification rurale ne s'est terminée en France que dans les années 50 et début des années 60. Mais on apportait l'électricité parce qu'on savait que les gens les assuraient. Bon. Comment évoluent les attentes et les besoins? On va voir le modèle français de service public, ou les deux modèles. On va voir qu'il n'y a pas besoin de demander aux usagers quels sont leurs besoins. On les connaît parce qu'on a des modèles ultra centralisés et donc dans lequel, ça, il y a un immense déficit d'expression, d'organisation
de l'expression des besoins et de leurs évolutions, alors que je pense que ça devrait être un prérequis indispensable du service public. Là, on a un enjeu essentiel en France, dans le domaine des services publics. Il y a des choses qui évoluent, mais on en reste encore trop à des questionnaires de satisfaction et pas simplement à l'enregistrement de tous les avis, de toutes les suggestions, de toutes les plaintes. Quand on a affaire à un service public, on a le droit d'être mécontent et d'émettre une plainte. Dans le temps, il existait dans les bureaux de poste un cahier où on pouvait demander à votre bureau de poste, ça a disparu, on vous dit connectez-vous et bon, je passe. Mais l'expression des plaintes, alors il y a des gens qui se plaignent pour tout et pour rien, est extrêmement instructif, si on veut bien permettre aux gens de les exprimer et si on veut bien les traiter. Parce que les usagers, dans leurs plaintes, mettent aussi l'accent sur des dysfonctionnements que ne connaît pas le top management. Parce que ça ne remonte pas. La réalité du terrain a bien du mal à monter dans des services extrêmement centralisés comme le sont les services français. J'en parlerai là aussi tout à l'heure parce que c'est un des enjeux clés de l'avenir de nos services publics. Les services publics doivent avoir une gestion exemplaire des ressources et des moyens publics. Ce n'est pas les principes constitutifs, mais efficacité et efficience, je crois qu'ils doivent être intégrés comme principe du service public parce que c'est le service de tous les Français. Tous les Français y contribuent, soit par les impôts, l'éducation, soit par des cotisations de santé, soit par le financement de leurs factures de DF. Bon, mais d'une manière ou d'une autre, tous les Français y contribuent. Et donc, c'est l'argent de chacun et de tous qui implique une gestion exemplaire, efficace et efficiente. L'ensemble de ces valeurs, principes et finalités devraient faire le fond des services publics dans leur essence et des agents publics qui rendent le service des acteurs responsables dans la société. Alors rapidement, trois approches. L'approche juridique, je l'ai déjà évoqué, les principes. Le service public, ça se concrétise dans des droits et dans des devoirs. Il y a des lois qui régissent les règles d'accès à ces services publics, les conditions d'accès qui sont votées, qui peuvent être modifiées par les pouvoirs publics. Et donc, les services publics ont même fait l'objet d'un droit particulier, le droit administratif, Conseil d'État, tribunaux administratifs spécifiques, alors avec, pour les secteurs industriels et commerciaux, qui relèvent davantage des tribunaux judiciaires. Parce qu'on considère que l'usager du service public ne peut pas être soumis aux mêmes règles que le justiciable de droit commun. En même temps, on a vu monter en puissance la conception de ce qu'on appelle l'état de droit. L'État est non seulement en charge d'édicter le droit, de le faire respecter, mais il doit respecter des règles de droit lui-même. Il ne doit pas abuser de son monopole d'émettre, de décider du droit. Et donc l'État, les agents publics, peuvent être soumis à des règles de droit, des normes juridiques qui vont contraindre à formaliser des principes contraignants auxquels les usagers peuvent faire référence pour faire respecter leurs droits. On a le droit de porter plainte contre un service public si on estime, et les tribunaux administratifs ont été créés pour ça, mais les tribunaux de manière plus générale. Approche juridique, je ne développe pas plus les principes fondateurs, mais le service public, c'est du droit. C'est aussi une approche économique. C'est moins connu, moins développé, mais on a assisté, en particulier à partir des années 1950,
à une grande construction théorique de ce qu'on va appeler l'économie publique, qui va définir des critères, qui va définir des règles qui ne sont pas les règles du droit commun, le jeu du marché et de la concurrence, mais qui va chercher à répondre à ce qu'on va appeler les défaillances du marché. Le marché, il est efficient et efficace pour la plupart des échanges qu'on a entre nous dans la société. Il est des domaines sur lesquels, en particulier dans les grands réseaux d'infrastructures, le marché a des imperfections, des défaillances qu'il faut corriger. La prise en compte du long terme, c'est déjà quelque chose d'essentiel. Le marché, disent les économistes, est myope. Il est très efficace pour les échanges de court terme. Plus vous éloignez dans le temps, moins les règles de marché, c'est-à-dire le rapport de l'offre et de la demande, sont pertinents pour fixer les prix, pour fixer les règles de l'échange. Un seul exemple, le viaduc de Millau, qui a été, décision publique, construit à 100% par une entreprise privée, Vinci, et qui encaisse des péages. Vinci n'a accepté de construire ce viaduc de Millau par son financement privé que parce qu'il y a eu l'engagement de l'État d'avoir une concession de 99 ans. C'est-à-dire d'avoir la garantie de l'État que pendant 99 ans, on pourrait encaisser des péages. Ah, ça devient intéressant. Mais il n'y aurait pas eu cette garantie-là, eh bien, il n'y aurait jamais eu de viaduc de Millau, pour prendre cet exemple-là. Autre exemple, à l'inverse, le tunnel sous la Manche. Madame Thatcher a refusé à l'époque qu'il y ait un financement public. Donc il a fallu avoir recours à un financement privé. Financement privé qui? On a émis des actions, disant, regardez ce grand projet, cette grande réalisation technologique, devenez actionnaire, c'est un investissement d'avenir et vous récupérez plus que votre argent, plus que le cours de vos actions, et vous aurez des dividendes, et le cours de votre action montera. C'était un mode de financement qui a conduit, dans la réalité, au fait que le cours des actions d'Eurotunnel a été réduit à quasi zéro. Mode de financement en prenant l'argent des épargnants. Bon, mais ce n'est pas qu'il est. Bon, en tout cas, il fallait trouver une solution pour le long terme. Des investissements lourds, pas forcément rentables rapidement. Qui, aujourd'hui, peut construire une centrale nucléaire qui a une durée de vie, qui a été construite pour 30 ans, qui maintenant a marché 40, 50 ans, peut-être 60 ans demain, eh bien, il a fallu la garantie de l'État, il a fallu une entreprise publique comme EDF, et aujourd'hui, vous savez que le gouvernement se pose la question de, puisque le capital d'EDF est privé à 16%, de couper le secteur nucléaire pour le remettre 100% public, puisque c'est bon. Pour aller encore en parler. Préservation d'un bien rare ou précieux, gestion de l'espace et du territoire, existence de ce qu'on appelle des monopoles naturels. On va introduire, dans un certain nombre de domaines, de la concurrence. Quand on introduit la concurrence, c'était le cas dans l'électricité, c'est en train d'être le cas dans les chemins de fer, c'était le cas dans les télécoms et d'autres secteurs. Quand on introduit la concurrence, il y a dans chacun de ces secteurs des infrastructures qui permettent le transport de l'électricité d'un bout à l'autre du territoire, qui permettent le transport des réseaux ferrés, qui permettent le transport des trains d'un bout à l'autre du territoire, et ainsi de suite. Il est absurde de mettre en concurrence plusieurs réseaux de transport. Tous les économistes conviennent que c'est un monopole naturel et qu'il faut mettre en concurrence la production, la commercialisation à l'aval, mais pas le réseau.
que ça, c'est plus la concurrence, c'est on accepte qu'il y ait un monopole naturel, et ça implique qu'il y ait un service public en la matière. Mais on peut parler aussi de ce que les économistes appellent les externalités positives et négatives. Quand vous gérez une entreprise comme EDF, vous émettez des pollutions ou des déchets radioactifs, bon. Donc des conséquences négatives sur l'environnement. Vous pouvez dire, ah ben ça ne me regarde pas, les effets sur l'environnement, c'est une externalité négative, mais voilà, je fais mon métier et je laisse la société s'occuper de ça. Les générations futures amortiront ces dépenses-là. Et vous pouvez aussi avoir des externalités positives. Le fait d'avoir un bon réseau de transport en commun en ville va générer plein d'économies en matière de pollution, d'embouteillage, d'accidents, bon, externalités positives et négatives qui ne sont pas prises en compte spontanément par le marché. Là encore, le service public a une justification qui vient de ça. Et puis, ce qu'on appelle l'effet de club, qui, on va prendre un exemple là encore, assez simple. Quand vous avez, quand dans les années 60, 70 en l'occurrence, on a généralisé le téléphone en France. Et quand vous vouliez avoir le téléphone, c'était bien sûr pour pouvoir être appelé, mais c'était aussi pour pouvoir appeler. Avoir un téléphone avec lequel vous pouvez appeler personne, évidemment, ça ne sert à rien. Bon. Et donc, il a fallu permettre à chaque Français d'avoir accès au téléphone. Je vais labeller, vous en parlerez mieux que moi pour la Belgique, puisqu'il a fallu attendre les années 80, à la différence de la France, pour qu'il y ait un plan d'équipement de tous les... Bon, c'était pareil pour le Minitel. Le Minitel, au départ, on l'a mis à disposition gratuitement de tous ceux qui le voulaient. Gratuitement. Pourquoi? Parce que le Minitel n'était intéressant que s'il y avait des services. Sur les 3615, que vous pouviez vous connecter. Il fallait donc qu'il y ait beaucoup de Minitel pour qu'il y ait des gens qui créent des services. Ça s'appelle l'effet de club. Et donc là encore, c'est par la titularisation des services publics. Tout ça pour dire que d'un point de vue économique, le service public n'est pas l'inverse du marché, il est complémentaire du marché. Il y a des zones de recouvrement, il y a des relations entre le marché et le service public. Et quand il y a exemption de règles de concurrence, il peut toujours y avoir abus de position dominante. Approche politique, enfin, avant de parler des deux grands modèles français, le moment fort, c'était la libération. Avec les grands services publics nationaux, liant efficacité économique et sociale, avec une dimension de contrat social, de pacte social, de modèle de société. Il fallait reconstruire le pays, il fallait faire converger toutes les forces sociales, et donc une large alliance qui s'est forgée pendant la résistance, avec la convergence de 5 démarches qui s'étaient développées dès les années 30. Juridique, économique, je viens d'en parler, mais des élus locaux, mobilisation des élus locaux dans les années 30 pour, dans chaque commune, avoir l'électricité. On ne se demande pas cela, mais c'était des demandes, des mobilisations, parce qu'ils avaient l'électricité en ville, mais nous, il n'y avait pas droit. Et demande sociale, le progrès que ça a pu représenter, eh bien, la mobilisation des élus locaux. On va en parler dans l'exemple d'EDF tout à l'heure. Des personnels des organisations syndicales pour reconstruire le pays, et donc qui demandaient un statut protecteur pour assurer leur fonction et leur mission, et puis des usagers voulant un service de qualité disponible pour tous ces contrôles. Convergence de la libération
la nationalisation d'EDF en 1946 est votée à la quasi-unanimité. Ce n'est pas un débat pour ou contre, non. C'est à l'évidence, une évidence à l'époque qu'il fallait ça pour reconstruire le pays. Et c'est De Gaulle qui le fait avec un ministre communiste. Enfin bon, c'est pas du tout objet de confrontation, comme ça va le devenir ensuite dans les années 80, à partir des années 80. L'emboîtement de ces trois registres de définition explique la place qu'ils occupent dans la culture politique, dans la représentation, dans l'imaginaire collectif. Alors nous avons en France deux grands modèles. Le modèle des services publics nationaux, EDF, SNCF, ce que d'aucuns ont appelé le service public à la française, avec les débats européens en particulier, avec la poste, l'éducation, la santé, mais aussi un modèle antérieur de l'histoire, la gestion déléguée des services publics locaux à des entreprises privées, au transport urbain, avec la Générale des Eaux de Veolia, avec la Lyonnaise de Suez, que la Banque mondiale a qualifié dans les années 90 de service public à la française. Vous voyez, parce qu'à l'époque, les années 90, Banque mondiale, après la chute du mur de Berlin, pour tous les pays d'Europe centrale et orientale, madame ne peut pas vous en parler mieux que moi, eh bien, dit, mais regardez, vous avez besoin d'investissement, vous voulez sortir d'un modèle nationalisé, eh bien, les partenariats publics-privés, les délégations de services publics et des entreprises privées. Alors, les services publics nationaux qui confiaient les entreprises nationales, qui ont été considérés comme ciment de la nation, de la République, de la citoyenneté. Et il est frappant que ce modèle, alors je prends l'exemple d'EDF, que je connais moi-même, est un modèle qui en France est resté stable pendant 50 ans. C'est quand même extrêmement rare de voir la même entreprise avec la même activité, les mêmes compétences, la même organisation pendant 50 ans. Vous avez un peu pareil avec la SNCF, mais c'est quand même quelque chose d'extrêmement rare qui vont donc être porteurs de la reconstruction après-guerre, les 30 glorieuses, l'électricité, le TGV, et avec, en règle générale, une forte satisfaction des utilisateurs. Mais ces services publics nationaux, conçus, définis, organisés, financés dans la quête de construction de l'État-nation. Pour employer une formule anglaise, la définition est top-down. C'est l'État qui édite, qui décide, qui organise et qui ensuite fait mettre en œuvre par une entreprise publique. Et donc ils font partie du patrimoine national, des valeurs républicaines, mais avec une place prépondérante de l'État. Alors, je prends l'exemple d'EDF. L'EDF, produire, transporter et distribuer l'électricité en France. Monopole ou quasi-monopole. Entreprise publique. Démission de service public. Organisation extrêmement centralisée, un peu moins que la SNCF, qui était l'exemple type de la surcentralisation, qui continue d'ailleurs à l'être encore un peu. Un système très centralisé, universel, à portée de l'électricité à tous les Français, un système intégré, production, transport, distribution, avec un pilotage centralisé et intégré, avec trois acteurs clés qui vont jouer un rôle majeur dans l'organisation, le fonctionnement de l'EDF, c'est l'État, ce qu'on va au départ appeler le ministère de l'énergie, qui va être absorbé dans le ministère de l'Industrie et absorbé à Bercy aujourd'hui, quelques résidus qui restent là. C'est l'État, c'est les dirigeants d'EDF, avec caractéristiques historiques d'EDF, un rôle éminent des politiciens qu'on fait le corps des mines, les corps des chaussées à la SNCF, mais là,
rôle éminent et qui vont porter tout cet effort avec des calculs économiques et des réussites technologiques évidentes. Troisième acteur clé entre lesquels tout va se dessiner, c'est la CGT. La CGT, AEDF, est encore aujourd'hui le premier syndicat avec pratiquement 50% lors des élections de personnel, mais ça a été jusqu'à 90% au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait une petite CFTC, travailleurs chrétiens à côté, mais la CGT, ça donc Marcel Paul, ministre de l'Industrie, qui fait la loi de nationalisation de l'EDF, et l'ancien secrétaire général de la Fédération CGT de l'énergie. Oui. Alors, des valeurs communes entre ces trois acteurs, puis bien sûr des conflits sur les salaires, mais quand même toujours des valeurs communes. On ne peut expliquer pourquoi la France a 85% de nucléaire. C'est le seul pays à avoir un tel pourcentage d'énergie nucléaire dans le monde, que parce que les trois acteurs en question ont été fondamentalement d'accord. Aujourd'hui, la CGT est en partie revenue là-dessus. Mais la mobilisation de ces trois acteurs a permis le succès du programme, le succès technologique, que le débat a discuté sur plein d'autres aspects, le succès technologique du modèle nucléaire français. Modèle stable pendant 50 ans. Et ça faisait système. Alors je pourrais rajouter, pour caricaturer un peu plus. C'est un modèle dans lequel il y avait des hommes, très peu de femmes, parce qu'il fallait monter au poteau, il fallait produire l'électricité, il fallait, non, 90% d'hommes. D'hommes blancs, pour être embauché à l'EDF et avoir le statut du personnel, il fallait être français. Alors on employait des immigrés pour les tranchées, mais ce n'étaient pas des agents EDF, non. L'EDF, c'était son élite, les hommes blancs, et dans lequel son propre système de retraite. Pourquoi? Parce qu'on avait besoin, pour piloter une entreprise comme celle-là, d'avoir un personnel stable, fiable. Et donc, on avait besoin de s'attacher les services des personnels avec un statut et des droits à la retraite, bien avant qu'il y ait des régimes de retraite et leur généralisation. On avait les racines. Ce régime de particulier de retraite existe toujours. Combien de temps, j'en sais rien. Aujourd'hui, je ne suis plus capable de faire de prévision. Mais bon, on voit bien qu'il y a des racines historiques. Mais c'est un système dans lequel il y avait son propre système de sécurité sociale, qui existe, d'ailleurs toujours, la CNIEC, qui existe aujourd'hui, son propre système de mutuelle. Les agents d'EDF avaient le comité d'entreprise le plus puissant de France, et le plus fourni en moyens, et donc les gens passaient leur journée à l'EDF, passaient leurs vacances ensemble, enfin bon, je caricature un tout petit peu, mais c'était un monde très à part, qui a bien fonctionné pendant un moment. Donc vous voyez quelle déstabilisation peuvent être en cours aujourd'hui avec l'ouverture à la concurrence et l'européanisation. Et je ne vais pas plus loin là pour vous insister là-dessus. Donc des efficacités du système et de ce premier modèle, réussite technique économique, contribution au progrès de la vie sociale, mais aussi de réels dysfonctionnements définis par en haut, par l'État, centralisé, hiérarchisé, alors avec une double perversion. D'un côté, ce qu'on appelle des asymétries d'information, d'expertise et de compétences en faveur de l'entreprise. EDF, c'est des centaines de milliers d'ingénieurs, c'est des centaines d'économistes. Le ministère chargé de piloter, de contrôler, c'était quelques dizaines. Puis ça a diminué. Un déséquilibre, ce qui fait qu'on a pu dire que c'est EDF qui faisait la politique énergétique de la France, parce que les compétences, elles étaient là. Et on l'a revu il n'y a pas si longtemps, quand la loi de transition énergétique a été votée par le Parlement, la loi dite Ségolène Royal, par le Parlement, la loi
passerait à 50% de nucléaire en 2025. Alors EDF a eu comme stratégie à l'époque de laisser faire, disons, votez ce que vous voulez, on fera ce qu'on voudra. Bon, un petit peu changé d'attitude là par rapport au débat récent où EDF a accepté de contribuer au débat. Et là, et donc la loi a été votée, c'est la loi, mais EDF a dit non, on ne peut pas. C'est impossible, ce qui était vrai d'ailleurs. Bon, en si peu de temps, de fermer autant de centrales nucléaires. Bon, mais c'est EDF qui décidait, c'est pas le Parlement en charge de voter la loi en la matière. Mais, contrepartie de ces pouvoirs du monopole, des tutelles administratives tatillonnent de l'État, du ministère de l'économie et des finances en particulier, sur EDF, qui décidait de l'augmentation des tarifs ou pas. C'est toujours l'État, parce que l'État vient de décider qu'il n'y aura pas d'augmentation de tarifs en 2017. Donc ça n'a pas complètement changé, même si, à mon avis, au plan européen, c'est profondément illégal. Mais bon, en tout cas, on en est là aujourd'hui. Mais avec des effets extrêmement pervers, des rapports entre EDF et le ministre, les ministres qui se sont succédés. Monsieur le ministre, ah oui, vous allez avoir les élections dans votre circonscription dans 2 ans. Ah bon, on va vous construire une petite centrale dans votre circonscription que vous inaugurerez juste avant les élections. Mais de ça, on peut discuter, mais l'essentiel, c'est nous, c'est pas vous. Bon. Et on pourrait multiplier des exemples là aussi. Ce qu'on va appeler capture du régulateur, de celui qui est chargé de fixer les orientations et les objectifs par le territoire, par l'entreprise. Des usagers et des collectivités territoriales marginalisées qui n'auraient pas leur mot à dire, des personnels syndicats écartés des décisions, donc un réel problème de régulation publique qui continue à exister aujourd'hui, même s'il y a eu des changements. Deuxième et dernier modèle, la gestion déléguée, je vais à peu près tenir dans l'heure qu'on avait convenu au départ. Alors c'est un modèle très ancien, l'autorité publique, parce que ça remonte au Moyen-Âge, ça remonte aux fermiers généraux, qui étaient des acteurs privés que le roi chargeait de récolter les impôts. Délégation de missions étatiques ou de services publics, pourrions-on dire, à un acteur privé. Et donc, l'autorité publique, dans toutes les collectivités, et c'est aussi vrai au plan national, peut décider soit d'assurer elle-même le service. Madame Noël vous parlera la semaine prochaine de la remunicipalisation de l'eau à Paris. Mais il avait, pour la distribution, elle avait été déléguée, la rive droite à Veolia, la rive gauche à Suède, chez Johnson, bon, par Jacques Chirac quand il était maire de Paris. Donc il y avait bien une délégation, une mission de service public. Et elle peut donc soit se gérer elle-même, soit déléguer la mise en œuvre à une entreprise privée ou une entreprise à capitaux mixtes, à une association, ce qu'on appelle délégation de service public. Il y a donc une autorité organisatrice, celle qui définit les objectifs, qui définit les cahiers des charges, qui lance des appels d'offres pour retenir l'entreprise la mieux disante en la matière, à qui est accordé un monopole territorial sur une zone géographique donnée et temporelle pour un certain nombre d'années, voire de dizaines d'années. Mais c'est l'autorité organisatrice publique qui est censée décider des tarifs et assurer le contrôle et la régulation. Alors, je passe sur les 2 formes, concession à fermage de côté, marché public, on pourrait y revenir dans le détail si vous le souhaitez tout à l'heure. L'exemple le plus connu, c'est le secteur de l'eau, je vous en parlerai la semaine prochaine, qui est un secteur particulier qui est régi par, dans un plan économique, par le rapport entre abondance et rareté. L'eau est rare à certains endroits, elle est abondante dans d'autres. Et donc, problème
particuliers et il y a des réseaux de distribution, d'approvisionnement qui font qu'il y a un monopole naturel du traitement, s'il faut traiter l'eau dans les usines de traitement, et des réseaux. De fortes externalités, si vous avez des réseaux efficaces et si vous avez de l'eau de bonne qualité, efficacité, externalités positives, externalités négatives, bien sûr, si vous avez de l'eau de mauvaise qualité. C'est un service local qui, dans la tradition française depuis la Révolution, était de la compétence des communes. Paris a encore la compétence eau. Chaque commune l'a eu dans l'histoire. Il y a eu des regroupements de communes à certains endroits, des syndicats intercommunaux. Mais service local, il n'y a pas d'interconnexion des réseaux d'eau comme dans le secteur de l'électricité ou des chemins de fer. Les réseaux sont d'abord locaux et la ressource est d'abord locale, même si Paris prend son eau potable à 100 km de Paris. Mais c'est quand même une compétence locale. Et en même temps, c'est un bien vital, essentiel, nécessaire à la vie. Révolution française, la compétence est donnée aux communes responsables d'un service universel au départ. Ça va être les fontaines publiques, dont on voit quelques restes à Paris. C'est ça, au départ, le service public de l'eau. Mais les communes, à l'époque, n'ont pas droit d'avoir une activité économique. Je vous renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur la liberté du commerce et de l'industrie. Il ne fallait pas que l'autorité publique vienne empiéter sur le domaine de la liberté du commerce et de l'industrie. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, les communes n'ont pas le droit d'avoir une activité économique, c'est-à-dire de faire payer l'usager. Pas le droit. Et donc, soit la commune va décider de faire des réseaux d'eau et des étangs comme régime municipal d'activité publique, soit, si elle veut le déléguer pour ne pas investir elle-même, et bien de le confier à une entreprise privée. C'est de là que vont naître les premiers réseaux de distribution d'eau, que vont naître les deux groupes qui vont ensuite s'étendre et se développer, la Générale des eaux et la Lyonnaise des eaux, qui à l'époque d'ailleurs est la Lyonnaise des eaux, et le l'éclairage de son vrai nom, qui fait aussi la production d'électricité. Début du XXe siècle, changement de jurisprudence. Les communes peuvent avoir une activité économique s'il y a une défaillance avérée de l'initiative privée. Si une commune veut étendre son réseau à la banlieue et que l'acteur privé dit « oh ben non, ça ne m'intéresse pas, c'est pas rentable », elle peut remunicipaliser, elle peut avoir une activité publique elle-même, et donc on va avoir un rééquilibrage entre public et privé dans les années de la première moitié du XXe siècle et début des années 50. Et puis, on est dans un secteur où il va y avoir une forte technicisation, avec des normes de qualité croissantes de l'eau, parce que l'eau elle est polluée par toutes les activités humaines, agricoles, sociales, et donc il faut la traiter, et en même temps il y a besoin qu'il y ait un traitement extrêmement rigoureux de l'eau. 36 000 communes, il y en a plus de 35 000 maintenant en France, mais 36 000 communes, émiettement de la compétence et de l'autorité organisatrice. Une tendance à ce que les coûts augmentent. S'il faut traiter l'eau de bonne qualité, les coûts peuvent augmenter. Besoin d'efficacité, les entreprises privées vont utiliser ces différents éléments pour dire, écoutez, monsieur le maire, c'est compliqué, c'est très technique, nous avons les compétences, confiez-nous la délégation de votre service public de l'eau, on s'occupe de tout. Puis on va gérer le personnel. C'est pas très marrant de gérer le personnel. Donnez-nous la gestion. Et à l'époque, on a eu des contrats de concession de 30, de 50 ans même. Bon. Parce que, et ça s'est considérablement développé dans les années 60 et 70, pourquoi? Et quel est l'élément outre ceux que je viens de citer? Parce que c'était le mode
de financement de la vie politique française. On est parti de l'élection au suffrage universel du président de la République avec des frais énormes de dépenses des partis politiques et caractéristiques françaises, là encore très différentes de ce que vous avez expliqué. M. Van Den Havelle pour la Belgique. En Belgique, vous avez des partis politiques très forts, très nombreux, très puissants. Il y a plus d'adhérents au Parti socialiste belge qu'au Parti socialiste français. Et c'est quand même pas les mêmes pays. Bon, nous, on a des partis politiques insignifiants, enfin, rikiki. Et donc, les partis politiques n'ont pas d'argent. Et il fallait trouver de l'argent. Bon. Et donc, quel est le système que tous les partis ont utilisé? C'est pas utiliser la délégation de service public pour avoir du financement dans les politiques de multiples formes, qui est allé, dans certains cas, jusqu'à la corruption individuelle, quelques cas, même indémodable, bon. Mais ça a été une composante, jusqu'à ce qu'il y ait des abus, des corruptions, qu'il y ait une loi sur le financement public des activités dites loin sapin, des activités publiques, mais jusque-là, c'était un consensus en France. Et donc on a assisté au développement, à l'intégration verticale et horizontale des deux grands groupes qui offrent aux élus locaux une totalité des services publics locaux, l'eau, l'assainissement, les transports urbains, les hôpitaux, les cliniques, enfin, des services, des entreprises multiservices qui se sont progressivement internationalisées, diversifiées et qui sont devenus les leaders mondiaux dans le secteur au assainissement et beaucoup de services. Pourquoi? Parce qu'en Europe, la tradition était que la gestion de l'eau dans les autres pays européens, produit essentiel vital, était par définition une responsabilité publique. En Allemagne, il y a 20 ans, les Allemands n'imaginaient pas qu'on puisse confier l'eau au secteur privé, parce que produit vital dans leur culture, leur tradition. Donc, développement de ces deux grands groupes. Et on va retrouver des inégalités, des équilibres. Il y a bien sûr la liberté de le choix des collectivités territoriales, mais deux grands groupes de services, 25 000 communes. Vous voyez le déséquilibre de compétences, d'expertise entre cet émiettement communal et les grands groupes de services. Quand la municipalité de la Noé, qui n'était pas là à l'époque, vous expliquera sans doute ça la semaine prochaine, quand le Noé est arrivé maire de Paris, il restait dans les employés municipaux pour suivre les contrats d'eau à Veolia et à Suez, un ingénieur et une secrétaire. Vous imaginez que les groupes faisaient ce qu'ils voulaient, il n'y a pas de contrôle. Bon, un peu de même. Bon. Donc, là, on a un problème réel de régulation publique, une concurrence qu'on appelle oligopolistique, et dans lequel, dans la tradition en France, entre les deux groupes, trois si on rajoute Bouygues, enfin qui a été Bouygues, et puis la sort maintenant, qui était bon. On ne se fait pas de concurrence en France. Il y a des appels d'offres. On répond aux appels d'offres. Mais c'est la zone géographique. Vous pouvez regarder la carte de France, négation, il y a des zones géographiques, il y a des zones. Bon. Donc je vais répondre à l'appel d'offres, parce qu'on est dans un monde concurrentiel. Mais je vais répondre 30% plus cher pour ne pas te gêner. Et tu fais pareil chez moi. Coexistence. Les deux, c'est l'intérêt des deux. Il y a une question de concurrence en France. On essaie de concurrence sur les marchés mondiaux. Mais c'est l'intérêt d'une notion de concurrence en France. Et d'ailleurs, dans les nouveaux appels d'offres, on avait des taux de renouvellement au même délégataire jusqu'à 95%. Parce que il n'y a même pas besoin de CFPA. Vous avez vu là ce matin la condamnation des fabricants de réfrigérateurs et de produits dits blancs qui ont été condamnés à 189 millions
d'amende pour des ententes dans les années 2005 et 2009, je crois. Et donc, on avait eu pareil sur les opérateurs de téléphone mobile. Et même pas, eux, ils se sont réunis. Ils se réunissaient pour restaurants, et dans le domaine des télécoms, vous imaginez la puissance des grands groupes, ils faisaient même des comptes rendus de réunion. Excusez-moi, mais pour se partager le marché. Bon, ils ont fini par se faire prendre. Ils ont été condamnés à de grosses amendes, mais ils n'ont jamais remboursé les consommateurs de leurs abus. Vous voyez un petit peu que ce deuxième modèle n'est pas identique au premier, mais qui a des enjeux communs aux uns et aux autres. Voilà, je ne vais pas être plus bavard pour l'instant dans cet exposé. Oui, j'ai un tout petit peu plus long qu'une heure, on a, je pense, à peu près 3/4 d'heure pour discuter. Oui, une main, une seule main, une deuxième main, d'accord. Bon, je vais au fond. On prend 3 questions. Comme vous voulez. Oui, oui, je vous propose. Ça marche. Je vais noter. Je n'arrive pas à le faire au fait qu'il y a des services publics. Quand on a besoin de les contacter, on doit appeler un téléphone qui est payant. Quand on a besoin de les contacter par téléphone, on doit appeler un téléphone qui est payant. Ce sont des services publics. Et je n'arrive pas à comprendre comment, dans le souci de l'égalité, de ceci, de cela, ça ne marche pas. Je ne vois pas très bien comment ça persiste. Et puis, quand on essaye de parler à un supérieur, dire donnez-moi l'adresse du directeur, ah mais on n'a pas l'adresse du directeur, il faut regarder sur Internet. Une autre main de ce côté-ci. Non, non, je sais pas. Alors, oui. Ah, pardon. Oui, moi je vous posais la question des autorités organisatrices en matière de transports urbains, qui ont été, moi je connaissais bien le système jusqu'en 1990, qui était absolument parfait. Et quand 30 ans ou 40 ans après, quand je suis allée voir un certain nombre de services de villes de province, je me suis rendu compte que ce système avait été complètement perverti. Et je voudrais savoir si il y a à la Fondation Jean Jaurès des gens qui ont étudié ce système. Oui, concernant l'expression des besoins que vous avez évoqués au chapitre des principes complémentaires, pour répondre à l'adaptation justement des besoins qui évoluent dans les services publics. Je me suis demandé immédiatement comment ça se traduit, comment se traduirait ce problème de l'expression des besoins dans le service public concernant les chaînes de télévision, par exemple. Les chaînes de télévision, par exemple, dans le... Comment peut-on traduire l'expression des besoins? Voilà, parce que je pense que c'est un service public un peu particulier, mais qui est quand même très très important pour moi. Je commence, oui. Rassurez-vous, je n'ai pas réponse à tout, hein, parce que, bon, ça se saurait. Donc, votre première question, oui, c'est profondément inacceptable qu'on ne puisse pas joindre les services publics gratuitement pour... il y a quand même eu des évolutions par rapport au téléphone, numéro de téléphone payant, et maintenant un certain nombre sont revenus
plus d'appels au téléphone, on va supprimer les plateformes téléphoniques parce que ça coûte cher d'avoir des gens qui répondent au téléphone. Voilà. Et on est rentré dans un monde concurrentiel, dans un monde où il faut être compétitif, dans un monde où il faut... les entreprises entre elles, qu'est-ce qui reste aujourd'hui comme service dans lequel il n'y a pas de rapport de concurrence? Plus beaucoup l'état civil, en état, la carte d'identité, en état. Mais on est quand même dans un domaine où de plus en plus on est dans un monde concurrentiel, et le monde concurrentiel génère la recherche, de la compétitivité, de la rentabilité, du retour sur investissement. Et donc, tous les moyens sont bons pour limiter les dépenses, pour... vous le voyez bien. Il faut aujourd'hui, par rapport à la question que vous posez, que tout le monde ait recours au numérique. Comme s'il n'y avait pas des exclus du numérique. C'est devenu, là encore, la grande mode. En un sens, quand c'est possible, quand c'est efficace, et ça l'a été dans un certain nombre de secteurs, bien sûr, et puis ça a l'avantage de ne pas générer de dépenses. Donc, mais ça implique qu'il y ait des lieux dans lesquels les exclus du numérique puissent avoir un recours, avoir un accès, avoir une interface pour ne pas être complètement exclus de leur rapport au service public. D'où les réflexions sur, alors, dans des communes, dans beaucoup de zones rurales ou para-rurales, ou dans des banlieues, ce qu'on a appelé les maisons de service public, les maisons de service public, c'est-à-dire des lieux qui soient transverses au secteur, parce qu'on a une organisation traditionnelle en France, on fait l'électricité, on fait les chemins de fer, chaque secteur est sectoriel, cloisonné. Les Allemands ont une autre tradition. Il y a ce qu'ils appellent des Stadtwerke, des entreprises communales, locales, territoriales, qui font à la fois l'eau, l'électricité, les transports urbains, des fois des comptes. Donc pas du tout le même type d'organisation. Nous, on était cloisonnés et vous aviez, il n'y a encore pas si longtemps, des boutiques d'EDF dans les quartiers, il n'y en a plus. Je pense pas. Et il y en a ici. Des boutiques. Bon, il reste encore des guichets de transport ferroviaire, mais on peut même plus acheter ces tickets de métro si on n'a pas une carte. Et ainsi de suite. Dématérialisation, mais déshumanisation. C'est là où il y a des évolutions qui se produisent, et ça renvoie à la question sur les besoins. C'est-à-dire que, encore une fois, tout est pensé, conçu en haut. Puis on met en œuvre, ça c'est la tradition française, et dans laquelle on baigne aujourd'hui. Parce que la haute fonction publique, les technocrates, les énarches, d'ailleurs les politiciens, savent ce qui est bon pour les gens. Bien mieux que vous, bien mieux que nous, ils le savent, parce qu'ils ont la compétence, ils ont les armes, ils ont les outils de compétence, de pilotage que nous n'avons pas. Pourquoi voulez-vous demander l'avis des gens? Pourquoi? Mais on va faire leur bien. Et s'ils ne comprennent pas, et visiblement il y en a qui ne comprennent pas aujourd'hui, mais tant pis pour eux. Mais ils ne comprennent pas, alors qu'ils devraient comprendre. Enfin, on est là pour faire leur bien. On n'est pas là du tout pour les embêter. Mais parce qu'on est imbu de la supériorité que l'on a dans la société. Ça, c'est quand même le problème de fond de la société française, ultra centralisée, comme je le disais tout à l'heure. Mais organiser, on parlait de la question sur l'expression des besoins et des évolutions,
organiser les plaintes, avoir des lieux d'expression, non pas un questionnaire de satisfaction à un 5, non. Ça, tout le monde le fait. Et je suis pas sûr que ça serve à grand-chose, sur le cas de profond mécontentement. Bon. Mais organiser on a un outil extraordinaire pour ce faire aujourd'hui. Le numérique. Le numérique, c'est pas simplement un outil top-down, de haut en bas. Il l'est. Mais c'est un outil potentiellement interactif. On peut inciter les gens à faire des cahiers de doléances, excusez-moi, c'est un peu trop connoté aujourd'hui, mais enfin, à s'exprimer, exprimer leurs besoins, leurs attentes, et puis ensuite, que ça soit traité, et que ça soit géré. Je ne sais pas si c'est un sujet dans votre propos, mais vous auriez peut-être pu parler de la loi du 26 juillet 1991 qui a réformé le statut de la fonction publique en autorisant les fonctionnaires français à exercer dans d'autres pays européens sous réserve de réciprocité, sauf les emplois de souveraineté, etc. Bon. Et alors, donc ça, c'est une construction européenne par la base qui aurait pu être réalisée et qui est actuellement très symbolique. Il y a les infirmières de Strasbourg qui passent le pont du Rhin, ou celles de Dunkerque, etc. Bon. Et on aurait pu instituer un pourcentage, 10% des effectifs dans les administrations pendant 3 ans au cours de leur carrière, vont dans un autre pays d'Europe, etc. Bon. Et les gens se seraient aperçus d'une construction par la base, parce que dans chaque famille ou dans chaque village, il y aurait eu quelqu'un qui, dans le courant de son existence, enfin voilà, bon. Et ça, c'est un... Alors après ça, ça n'a rien d'étonnant qu'en 2005, les électeurs ont compris que l'Europe, c'était les banques, la monnaie, et puis pas la base. Quoi. Oui, vous avez distingué les services publics nationaux d'un côté et puis ce qui relevait d'une gestion déléguée. Derrière le premier cas, où on pense à du personnel relevant du droit public, et dans le second cas, du personnel relevant du droit du travail. Et vous avez indiqué que dans les principes complémentaires, les agents de service public donc, devaient être des acteurs responsables. Aujourd'hui, dans le premier cas, les grands services publics nationaux, je crois qu'on trouve de plus en plus les deux statuts, enfin, à côté du statut de la fonction publique, des personnels, je ne dis pas des agents justement, des personnels qui relèvent du droit du travail. Donc voilà, j'aimerais que vous abordiez un peu cette dimension-là, parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est une vraie question. Est-ce qu'on a besoin d'avoir le statut de la fonction publique? C'est une question pour relever d'une catégorie. Est-ce que vous pouvez me proposer des mains qui se lèvent pour que je puisse apprécier la gestion du temps? 1, 2, voilà, ok. À vous, monsieur, pour ces questions déjà posées. Non, on essaiera d'être suffisamment bref pour laisser du temps, justement. Non, mais bon, je vais essayer. Il faut aussi que les personnes qui expriment leurs questions soient relativement brefs et les ciblent un peu plus précisément.
vous êtes parti sur des choses très très intéressantes et très diverses. Pardon. À vous, monsieur. Merci. Oui, donc, si on veut des services publics modernes, efficaces, de qualité, répondant aux besoins, il faut que tous les acteurs exercent leurs responsabilités. Ce qui n'est pas la tradition française. Quand il y a une erreur de fait par une autorité publique, il n'y a pratiquement jamais de responsable. Bon. Vous savez, ils sont contaminés, tous les débats, les contradictions qu'il y a eu. Bon, c'est un exemple caricatural. Mais bon. Et donc l'enjeu, c'est que tous les acteurs soient mobilisés pour exercer leurs responsabilités. C'est l'autorité organisatrice, et force est de constater que malgré la décentralisation de 82, il n'y a pas eu de réelle montée en puissance du rôle des élus locaux. Enfin bon, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien fait, mais parce que je crois qu'on n'a pas non plus en France de statut de l'élu local. Élu local, c'est des responsabilités si on veut les assumer, mais c'est du temps, c'est des dépenses, c'est des conséquences qui peuvent avoir des conséquences sur son activité professionnelle. Oui, bon. Et donc, s'il n'y a pas un statut, non pas pour donner une garantie complète, totale, non, mais au moins pour compenser les effets des responsabilités, eh bien, c'est pas très motivant à exercer ses responsabilités. Bon, et regardez un peu, aujourd'hui, 50% des maires envisagent de ne pas se représenter dans un an et demi. 50% des maires qui en ont à la casquette des responsabilités qui pèsent sur eux sans qu'ils aient réellement les moyens. Non, regardez les indemnités des maires, sans qu'ils aient réellement les moyens. La vie démocratique, ça a un coût. Oui, il faut le reconnaître. Et la vie démocratique, elle doit être financée, les responsabilités, si elles sont assumées, il faut-il encore qu'il y ait, je vais dire, un contrôle sur les élus. Contrôle du mandage, je ne sais pas sous quelle forme. Et là aussi, qu'il y ait des lieux d'expression des plaintes, des mécontentements, des suggestions qui peuvent être faites en la matière. Mais là, il y a, je crois, un immense effort à faire pour améliorer le fonctionnement. Ce n'est pas forcément confier plus de responsabilités aux élus, c'est leur permettre d'exercer leurs responsabilités. Je crois que c'est plutôt par là qu'il faut commencer. Sur la situation aujourd'hui du consentement à l'impôt, je crois qu'il faut, je disais tout à l'heure, que les autorités publiques et les services publics soient exemplaires. Je crois que les contribuables ont droit à un retour d'information sur ce que deviennent leurs impôts. Oui, ça doit être un droit, pas simplement d'avoir une généralité sur la feuille d'impôt. C'est devenu, maintenant il n'y a plus de feuille d'impôt puisqu'on fait par Internet. Il y a quelques lignes de dire voilà votre argent, c'est une petite feuille annexe. Bon. Pour aller plus loin de ça, encore une fois, utilisons les interactions possibles que permet le numérique pour justifier. Alors, on voit bien qu'il y a des améliorations. Quand il y a des travaux dans les rues, il se met à y avoir un peu de panneaux d'affichage, voilà ce qu'on fait, voilà pourquoi on vous... Bon. Mais ça reste encore extrêmement timide et marginal. Je crois que les gens ont le droit d'être informés de ce qu'ils payent, de à quoi va leur argent, de ce que la solidarité, comment la solidarité nationale, locale, est organisée et quel est le retour auquel ils n'ont pas le retour individuel, mais le retour collectif. Oui,
les dépenses d'éducation, premier poste de budget aujourd'hui en France, c'est X milliards, mais ça a des conséquences sur le coût des écoles primaires, secondaires et des collectivités. Il faut que donner de la transparence en la matière. Transparence, je crois, est inéluctable au fait de ne pas être soumis à l'individualisme. Individualisé, oui, individualisme, non, il faut trouver un équilibre, là encore, entre les deux, mais avec des retours d'informations, parce que sinon, il n'y aura plus de consentement à l'impôt. Or, c'est le b.a.-ba de la citoyenneté. C'est ce que je disais tout à l'heure. On accepte de déléguer une partie de ses compétences, de ses pouvoirs à un tiers, à condition qu'il exerce sa responsabilité, pas à chaque homme. Voilà. Alors, on a trop de tendance à considérer que les citoyens étaient corvéables à merci. Alors, sur le droit du travail et le droit de la fonction publique et les statuts. Dans la tradition française, et ce moment fort, elle a encore été la libération, statut de la fonction publique, puis 83, statut de 3 fonctions publiques nationales, territoriales et hospitalières, c'est-à-dire que les agents publics ont des droits et des devoirs. Ce n'est pas des employés dans un commerce ou dans un atelier. Non, ils doivent avoir des droits parce qu'ils mettent en œuvre le service public, parce qu'on a besoin de leurs compétences, de leur continuité de service, mais que ça implique qu'ils aient des droits. Le statut de fonction publique, c'est un contrat, une forme de contrat, qui n'est pas le contrat de droit privé, mais c'est une forme, enfin, le contrat politique, je veux dire, enfin, c'est en sens ça que je prends le mot contrat. C'est vous venez travailler pour la collectivité, vous avez des droits d'être protégés, pas être soumis à l'arbitraire d'un chef de service grincheux. Non, vous avez des droits, des compétences et en même temps des devoirs de contribuer à faire remonter ce que vous voyez. Enfin, mais là, on bute sur une difficulté. C'est qu'il faut qu'il y ait un management public qui soit à la hauteur. Combien de fois on assiste et on a assisté à des managers publics et responsables de services qui, au moins d'emmerde, peut aussi mieux savoir. Excusez-moi d'être un peu grossier et caricatural, mais quand même. Bon, j'habite le 8e arrondissement et j'allais faire un jogging au parc Monceau et je voyais les agents municipaux en charge du jardinage, bon, avoir un emploi du temps extrêmement souple, parce que je tournais et je les voyais, bon, ça me choquait quelque part. Et c'est pas eux les responsables, c'est leur hiérarchie qui les laisse faire et qui ne veut pas avoir de problème et qui donc non, pas de problème pour bon. C'est pas ça le statut de la fonction publique. C'est des droits et des devoirs, des responsabilités pour contribuer à un service collectif et donc à la satisfaction des besoins de ses concitoyens. Et ça implique un minimum d'orientation, de contrôle. C'est le même problème que la responsabilité des élus, c'est le problème des responsabilités des managers. Mais, alors qu'on appelle ça statut de la fonction publique, je crois qu'il faut des formes de souplesse. Vous soulignez tout à l'heure que la loi a permis à des agents non français de devenir agents publics. Bon, c'était une bagarre, voilà, c'était le cas aussi à EDF, hein. C'était une bagarre, les syndicats étaient complètement opposés. Il fallait être français pour être agent de l'EDF, franchement impensable. Bon. L'Europe nous y a contraint obligé, mais on bute sur des enjeux concrets. La barrière des langues, ah oui. Pour travailler
d'administration publique, le service public, si vous n'avez pas la langue française, eh bien vous avez un problème extrêmement important. Bon. Et donc, comment faire l'Europe avec 25 langues? Oui, c'est aussi ça. Je n'ai pas la réponse, mais il y a sûrement des efforts à faire pour faciliter les échanges et faire que l'Europe soit visible pour chacun d'entre nous sur le terrain. Je ne sais pas si vous souhaitez éluder la pique lancée par Madame sur des élus socialistes qui n'auraient pas été corrects. Voilà, je ne sais pas comment faire. Mais pas socialiste. Oui, comment, pardon? Les élus n'étaient pas socialistes, mais Donc Chirac, les élus n'étaient pas Oui, non, c'est un problème général de statut de l'élu et de responsabilité. Je ne sais pas. Voilà. Bon. Non, je ne vous redonnerai pas immédiatement la parole, mais c'est comme ça, j'ai un pouvoir excessif. Oui, vous avez pris dans chacune des catégories, services nationaux ou délégations, vous avez pris un exemple. Et à chaque fois, vous avez fait ressortir le fait que finalement le contrôle de l'autorité organisatrice était extrêmement difficile. Est-ce que vous auriez un exemple positif où le contrôle de l'autorité organisatrice se passe bien? À propos du sujet important de l'Europe, il y a bientôt les élections européennes d'ailleurs, donc c'est un sujet important. Ma question c'est, en droit européen, quels sont les règlements européens qui nous imposeraient à nous, Français, de réduire le service public aux 3 services régaliens? Ce qui est une partie de la question de monsieur sur la coexistence des statuts fonction publique ou de droit privé dans des entreprises de services publics. Qu'est-ce qui vient de l'Europe dans ses obligations? L'État, le statut aujourd'hui. C'est juste un peu provocateur après les difficultés que vous nous avez présentées, après les évolutions, les questions de concurrence, etc. Comment est-ce que vous voyez l'avenir d'une part du service public? Est-ce que vous pensez qu'il va disparaître au profit des délégations, au profit du privé? Et également l'avenir de la fonction publique, ce qui n'est pas tout à fait le même problème. Oui, écoutez, vous avez eu la gageure de répondre à ces questions dans les 10 minutes qui restent. Parce que je vous rappelle que c'est terrible, mais on n'a que 10 minutes. C'est-à-dire qu'on arrêtera M. Bourgi et puis on vous demandera de partir gentiment avec tous vos regrets de ne pas avoir pu vous exprimer. Merci. Bon, j'essaye d'être rapide. Un exemple de contrôle positif ou de dynamique positive, j'ai fait une étude pour comparer la remunicipalisation de l'eau à Paris, vous allez parler la semaine prochaine, et à Berlin. Dans les deux cas, de grandes capitales, il y a remunicipalisation de l'eau. Alors, à Berlin, ça s'est appuyé sur un mouvement citoyen, un référendum local qui a enclenché la mécanique et qui a mis sous pression les élus qui étaient hésitants, parce que, bon, ils ne valaient pas ce bon. Et c'est cette dynamique-là qui a amené la municipalisation de Berlin. La municipalisation de l'eau à Paris, est-ce que vous avez entendu parler? Non, ça m'étonnerait. Parce qu'on a créé des petits organismes de concertation, enfin, il n'y a pas eu de dynamique citoyenne pour la porter. Alors ça a été fait de manière, Mme Loël vous dira mieux que moi la semaine prochaine, de manière, je crois, positive et correctement,
mais sans que les gens même s'en aperçoivent. Parce qu'à Paris, spécificité parisienne, les factures d'eau sont intégrées dans les charges de copropriété ou d'habitat social. Et donc, la facture d'eau, votre facture d'eau, vous ne la connaissez pas. Moi, en dépêchant les comptes de l'Assemblée générale du syndicat de copropriété. Voilà. Donc, l'eau à Paris, les prix de l'eau à Paris ont diminué de 7% au moment de la municipalisation. Personne ne savait des personnes. Personne. Enfin, pas moi, en tout cas. Donc, c'est cette dynamique-là qu'il faut confier, recitoyenniser, c'est horrible ce que je dis, les services publics, c'est-à-dire remettre les citoyens dans le coup pour qu'ils expriment leurs besoins, qu'ils aient des retours, qu'ils aient des informations, qu'ils aient des échanges, et encore une fois, l'interactivité permise par le numérique. Alors, les règles européennes. Alors d'abord, pas de faux débat. Les règles européennes, quand elles sont décidées avec l'accord des États, des représentants des États. Presque toutes. Il n'y a jamais de règles que l'Europe nous imposerait auxquelles les ministres français n'auraient pas donné leur feu vert à Bruxelles ou à Luxembourg. Les États ont le pouvoir en Europe d'accepter, de refuser, de négocier, d'adapter lors de la transposition des directives. Il y a très peu de règlements obligatoires. Il n'y en a en tout cas aucun pour contraindre à privatiser, aucune règle européenne pour contraindre à privatiser, à confier la gestion au privé. Il y a des règles d'ouverture à la concurrence, et si on ouvre à la concurrence, encore une fois, les représentants français ont donné leur accord, c'est parce qu'il y a des groupes d'intérêt, des groupes économiques qui ont poussé dans ce sens-là, y compris les pouvoirs publics français, parce qu'ils espéraient en faire leur beurre. Bon, c'est pas. Quand on parle de lobbying, on parle de ce qui se passe au niveau européen, c'est aussi des acteurs qui défendent et qui poussent leurs intérêts en la matière. Mais en tout cas, il n'y a pas de règle européenne qui serait contraignante ni pour le statut de la fonction publique. Seul l'État français peut en décider et il le fait comme il veut, quand il veut. Quand l'État français a décidé de changer le statut de la SNCF il n'y a pas longtemps, c'est pas Bruxelles qui nous l'a imposé, c'est bien le gouvernement et le président français qui ont fait la réforme sans qu'il y ait de contrainte. Donc, ramenons bien la responsabilité là où elles sont. L'Europe ne nous impose pas grand-chose, si ce n'est de négocier. Oui, et oui, on négocie en permanence, nos ministres négocient, le Parlement européen négocie, les acteurs font du lobbying pour oui, obligés à négocier pour essayer de trouver des terrains d'entente qui soient à l'intérêt de tous les Européens comme de chacun des intérêts nationaux. L'enjeu il est là d'arriver à trouver. L'Europe, c'est rien d'autre qu'on met en commun certains intérêts parce que c'est notre intérêt commun et l'intérêt de chacun. L'euro, c'est ça. Pourquoi on a fait l'euro? Parce que c'était non seulement plus pratique, et parce que c'était l'intérêt d'avoir une monnaie commune dans la mondialisation, et que c'était l'intérêt de chacun des États. Regardez nos amis britanniques, comment ils vont subir les effets de leur Brexit. Bon, l'Europe, c'est ça. Comment on conjugue intérêt de chacun avec un intérêt collectif général. Et dans le domaine des services publics comme de la fonction publique, c'est bien le cas. Enfin, les services publics, je pense, ne disparaîtront jamais. Parce qu'on a besoin de règles pour vivre en commun, c'est tout. Et des règles de solidarité. Ou alors, ce sera la loi de la jungle. Où chacun fera ce qu'il voudra quand il voudra,
bon, il y a bien qu'il y ait des obligations qui soient, pour permettre la vie en commun, qui soient édictées et contrôlées. Alors, on voit bien dans tous les domaines, que ce soit la circulation routière, que ce soit les droits des citoyens, on a besoin, ou alors c'est plus la vie en société. La vie en société, elle implique des règles, elle implique des acteurs qui édictent les règles et qui les font respecter. Et ça s'appelle service public. On peut l'appeler d'un autre tour. L'Europe appelle service d'intérêt général. Pour moi, ce n'est pas un problème, le changement de nom. Ce qui compte, c'est l'objectif, la finalité. Est-ce qu'on édicte des règles pour vivre en commun aujourd'hui, demain, avec les générations futures? L'enjeu, il est tout simplement là. Et ça va se décider lors des élections européennes, vous en parliez tout à l'heure, fin mai, mais parce que le Parlement européen joue un rôle croissant dans les négociations dont je parlais. L'Europe, c'est des négociations, des échanges, pour employer un mot anglais horrible, c'est du bargaining. On échange, bon, c'est ça la construction européenne. Alors c'est des compromis, c'est pas toujours enthousiasmant les compromis, parce qu'on aimerait mieux, on aimerait plus, mais ça ne peut pas être autre chose que ça. J'ai respecté. Merci de vos questions précédentes qui mériteraient toute la nuit. Donc, à la semaine prochaine, si vous en êtes encore. Ça, qui moulin de lapin, là, ici. Cette jolie salle.